expédition l'émigration clandestine, plus de 200 candidats interceptés par la Marine nationale hier. Plusieurs autres centaines continuent d'arriver aux îles Canaries. Nous tenterons de comprendre pourquoi le phénomène persiste malgré les nombreuses mesures prises pour arrêter la saignée. Nouveau bilan des accidents de la circulation lors du Magal de Touba. 18 morts après 2 nouveaux décès entre hier et aujourd'hui. Arnaque sur les plateformes de transfert d'argent, Wave met en garde ses clients. Un problème qui prend de l'ampleur, nous irons à Pikine. Suspension temporaire des navettes de bus Dakar-Dem-Dik dans le sens région Dakar à Kolda. La mesure dénoncée par les usagers et puis à suivre notre reportage du jour sur l'état déplorable des routes dans les quartiers résidentiels de la cité Keur-Gorgui. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nos 2 intervenants du jour répondront à la question suivante. Quelle solution aux problèmes d'eau et d'assainissement à Touba? À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Plus de 200 candidats à l'immigration irrégulière ont été interceptés hier par la Marine nationale. Ils étaient à bord de 2 pirogues pour rejoindre les îles Canaries. D'après la Marine, plus de 1000 candidats à l'immigration clandestine ont été enregistrés ces derniers jours. Ces derniers temps, suivons les explications du capitaine de vaisseau Djibril Diawara, officier à bord du patrouilleur de haute mer, le Wallo. Nous sommes à bord de l'OPV Wallo qui vient d'accoster ici à la base navale Amiral Faye Gassama ce jour 5 septembre 2023 après avoir arraisonné en mer 2 pirogues contenant un total de 242 candidats à l'immigration irrégulière. Donc cet arraisonnement fait suite à plusieurs autres interceptions de pirogues en mer qui montre en fait l'engagement de la Marine nationale à protéger la vie des Sénégalais en mer en évitant que des personnels, que des fils de la nation se mettent en danger en essayant de rejoindre les îles Canaries par des moyens non appropriés. À ce jour, nous avons secouru, fait revenir ici à Dakar 1382 candidats à l'immigration clandestine. La barre des 1000 candidats secourus a été dépassée ce week-end et les chiffres montrent rapidement, ce qui montre d'une part la forte intensification du phénomène, mais également la posture des armées, mais également de toutes les forces de sécurité du pays pour lutter contre l'immigration irrégulière par voie maritime. Nous comptons sur le soutien des populations pour nous aider, nous, Marine nationale, ainsi que toutes les forces de sécurité, à secourir leurs enfants en évitant qu'ils prennent la mer pour rejoindre les îles espagnoles par des moyens dangereux. Toujours au sujet de l'immigration irrégulière, les drames en mer ne découragent nullement les jeunes prêts à braver les affres de la voie maritime pour rejoindre l'Espagne. Ces derniers jours, la tendance, vous l'avez entendu, est nettement à la hausse. Comment faudrait-il expliquer cette situation? Une solution est-elle possible? Un sociologue et un spécialiste des questions migratoires apportent des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Seydou Nourouba. Des jeunes qui perdent la vie en mer, ce n'est pas un suicide, mais une interpellation des autorités publiques, selon le directeur exécutif de l'association sénégalaise JADEM, Diaspora, Développement, Éducation et Migration. C'est pas du suicide, ce n'est pas du désespoir, c'est une interpellation des politiques publiques qui les pousse à ne plus avoir accès aux voies légales, aux opportunités légales, aux voies et moyens légaux de pouvoir valoriser leurs propres compétences et leurs connaissances, ou même de pouvoir exprimer leurs aspirations. Et je pense que c'est aussi une réflexion en profondeur à avoir. C'est dire que c'est un suicide, c'est les mettre dans une situation de culpabilisation. Selon Ibrahim Mbang, les causes de ce départ massif et souvent aux conséquences désastreuses sont connues de tous. Stopper ce phénomène nécessite une politique de perspective en faveur des jeunes, sans quoi pas la peine de se fatiguer. En fait, pour pouvoir stopper ce phénomène, il faut d'abord chercher au niveau de l'espérance et des opportunités. Je pense que tant que les opportunités, en fait, tant qu'il y a des inégalités sociales et économiques qui sont très très importantes, tant qu'il n'y a pas de perspective économique et tant que les aspirations sociales et culturelles ne sont pas prises en compte adéquatement, je pense que ce sera très très difficile par de simples mesures
militaires, policières ou des discours, il sera très très difficile, honnêtement, de faire face, en tout cas de juguler correctement cette immigration. Selon donc notre sociologue et notre spécialiste des questions en migration, l'État a du pain sur la planche. Il a le choix entre retenir sa jeunesse en lui offrant des possibilités pour un avenir meilleur ou encore lui laisser recourir à la voie maritime. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. De nouveaux décès ont été enregistrés sur la route du Magal de Touba entre hier et aujourd'hui, ce qui porte à 18 le nombre total de morts par accident à l'aller et au retour, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Écoutons le capitaine Ndari Ndour, officier chargé de la communication à la BNSP. Il est au micro de Pape Balagui. Pour le bilan des accidents, à jour J plus 2, le mercredi 6 septembre, donc cette période du 1er au 6 septembre, nous en sommes à 209 sorties. 209 sorties pour 679 victimes. Et sur ces 679 victimes, 661 ont été sauvés et 18 ont finalement perdu la vie. Donc je rappelle encore une fois que le bilan est évolutif et que on n'a pas encore terminé notre période de couverture sécuritaire. Alerte à l'arnaque sur la plateforme de transfert d'argent Wave. C'est la FinTech elle-même qui a lancé la mise en garde ces dernières heures. Le phénomène n'est pas nouveau. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondante dans la banlieue, Salamata Ousmane Diallo. En tendant à Kolda, où les populations ne sont pas du tout d'accord avec Sénégal Demdik qui a décidé temporairement de suspendre ses lignes de transport interurbain dans le sens région Dakar, même si le service, selon Dakar Demdik, va reprendre à partir de demain. À Kolda, ces bus sont devenus les moyens de transport privilégiés des usagers de la région. Abdoulaye Diallo. Les Koldois condamnent avec la dernière énergie. Ce n'est pas une bonne décision étant donné que nous sommes à 700 et quelques kilomètres et que le voyage est plus confortable dans les bus du Sénégal Demdik. Vraiment, ce n'est pas normal de nous le priver. Moi, j'ai côtoyé leur bureau. Je voyais comment l'affluence était là-bas au rendez-vous. Chaque fois, pour aller à Dakar, il fallait d'abord s'inscrire une semaine ou bien 2 semaines, tellement que les gens partaient avec ces bus-là. Pour deux camps, ceci pourrait causer un véritable manque à gagner pour des régions comme Kolda. Un réel manque à gagner. C'est un réel manque à gagner. Aujourd'hui, le transport occupe une place importante dans l'économie du pays. Et je pense que nous sommes loin de Dakar. Et Sénégal Demdik joue un rôle très important dans le transport via les régions vers Dakar. Un grand manque à gagner pour Kolda. Sincèrement, nous déplorons cette situation-là. Avec les nombreux accidents de la circulation, les bus de Sénégal Demdik sont devenus le moyen de transport interurbain privilégié des Koldois. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Restons sur les routes. La cité Keur Gorgui, impraticable pour les automobilistes et autres chauffeurs de taxi. L'état des routes est déplorable selon les usagers. Les routes sont jonchées de gravats pour atténuer les secousses des véhicules. Une situation donc qui pour beaucoup est contradictoire puisqu'ils estiment que c'est une cité résidentielle. Nafissatou Silla. Auto boo xamante ne da nga gàtt moom mënoo faa jaar parce que sa pare-choc yi ñoom ñëpp a yàqu sa sattement bi day damm sa quartier mën na toj lépp ngi ci biir daal. Autant de motifs pour ne plus emprunter les routes à la cité Keur Gorgui. Ce chauffeur de taxi n'aime pas passer par ici. Modou Ndiaye a ses raisons. C'est difficile pour les petits véhicules de passer par ici. Ça détériore les organes du véhicule et vraiment ça ne vaut pas la peine parce que souvent on ne reçoit que 2000 ou 2500 pour le trajet alors que pour une petite panne on peut décaisser jusqu'à 5000 francs. Ce n'est pas juste. Pour cette année, depuis la saison des pluies, je ne suis pas passé par ici. C'est vraiment impraticable. Modou connaît la cité comme la paume de sa main. Surtout la route qui mène vers Mermoz ou encore celle qui mène vers la cité Karak. Ibou, conduit pour un directeur de société, lui déplore l'état des routes parsemées de gravats. La présence des gravats s'explique par les charretiers qui
viennent les déverser ici. Parfois, ça atténue les secousses pour certains véhicules. Ce fut un temps où il n'y avait que des crevasses ici. Khadim, pour sa part, dénonce le défaut d'assainissement. Pour moi, le plus important, c'est de refaire l'assainissement parce que c'est ce qui en partie détériore les routes ici à la cité Keur Gorgui. Une situation contradictoire pour ces autres usagers. Vraiment, c'est contradictoire. Et partout dans Dakar, c'est la seule cité qui est comme ça. Vraiment, elle devait avoir de très belles routes. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Et c'est pas bien pour la cité Keur Gorgui. Il n'y a que des immeubles et de jolis immeubles. Vraiment, les routes devaient avoir un meilleur état. Aujourd'hui, la cité Keur Gorgui est un hub professionnel, mais aussi une cité résidentielle. Alors, elle devrait bénéficier d'un cadre beaucoup plus accueillant. 12h11, revenons sur cette alerte à l'arnaque sur la plateforme de transfert d'argent Wave. Je vous disais que c'est la FinTech elle-même qui a lancé la mise en garde ces dernières heures. Le phénomène n'est pas nouveau et touche tous les opérateurs, mais les malfaiteurs sont de plus en plus techniques aux grandes dents des usagers. Exemple à Pikine, Salamata Ousmane Diallo. Daouda Sow est un jeune enseignant. Il n'a jamais subi ce genre d'arnaque, mais connaît des amis qui en ont vécu. Ils l'ont appelé, vous savez, ils ciblent les gens qui n'ont pas fait les bancs et qui n'ont rien compris de ces technologies-là. Ils les bernent en leur disant que ce sont les directeurs. Ils leur demandent leur code de validation et si les gens leur donnent ces codes-là, ils entrent et prennent tout leur... Il soutient que l'entreprise Wave doit réunir tous ses moyens pour assurer les comptes de ses clients. Parce que quand on prend notre argent pour le mettre dans un calpe Wave, c'est pour une sécurité. Donc si on a des gens qui nous arnaquent comme ça, et facilement, c'est un peu déplorable. Donc je pense que Wave doit prendre des responsabilités là-dessus. Contrairement à Vincent Mané, croisé sur la rue 10 à Pikine, il pense que ces victimes sont parfois responsables elles-mêmes de leur sort. J'ai vu les gens aiment trop la facilité et quand on aime trop cette facilité, on est obligé de tomber facilement dans ces pièges. Cette dame, sous le couvert de l'anonymat, abonde dans le même sens. Nous suivons ces ñun bis bu nek ñu déglu ko fi ci xalaas na fu mu yeewu rek dootoo yeewu kon ñi ci des war nañu di déglu di ci am seen xel di ci teey di ci def ndànk di xool seen compte yi di moytu ñun bis bu nekk ñu déglu ko fii ci xalaas na fu mu yeewu rek dootoo yeewu kon ñi ci des war nañu di déglu di ci am seen xel di ci teey di ci def ndànk di xool seen compte yi di moytu. Pour éviter de subir des cas d'arnaque, il faut se fier aux canaux de communication fiables et de faire preuve de plus de vigilance, selon nos interlocuteurs. Et le compte Wave a toujours ses phases officielles, ses canaux de communication. Pourquoi ne pas se fier à ces canaux-là? Aimer ces liens faciles-là, c'est le fait d'aimer aussi qu'on soit piégé, qu'on soit dédouané de tous ces biens. Salamata Ousmane Diallo, Pikine, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. En mode météo, l'ANACIM fait le point après les pluies de ces dernières 48 heures. Il a plu un peu partout à travers le pays. D'autres précipitations sont attendues dans la soirée d'aujourd'hui et demain. Écoutons Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Pendant la période de la campagne de masse, nous allons retrouver Tidiane Camara dans un instant. Avant cela, parlons du système national de suivi épidémiologique du cheptel, une méthode pour lutter contre des maladies telles que la pasteurellose qui touche le bétail au niveau régional, selon le chef de service régional de l'élevage, le docteur Khadim Ndiaye. Elle rassure également en soulignant la mise en place d'un parc de vaccination ainsi que la délimitation des parcours pour le bétail pour résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Docteur Khadim Ndiaye au micro de Fatou Mbow. Pendant la période de la campagne de masse du cheptel, ce que nous faisons, nous évitons de vacciner à la période où les agriculteurs ont leurs champs qui sont en culture. Parce que ce qui se passe, les bovins risquent de traverser les champs et c'est ce qui amène les conflits. C'est ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau pour le moment, pour réduire les conflits. Mais nous sommes en train de voir avec les autorités administratives et territoriales de la région pour la mise en place des parcs de vaccination et la délimitation des parcours du bétail, le balisage de ces parcs. Nous avons un système de suivi national de surveillance épidémiologique et ce suivi est hebdomadaire. Et vous savez, le service il est maillé de sorte que nous avons des départements
départementaux, nous avons des chefs de poste vétérinaires que l'on retrouve au niveau des communes et c'est eux qui sont chargés de faire la surveillance de ces maladies et de rapporter l'information. Donc on fait le rapport chaque semaine sur la situation épidémiologique. Bon, actuellement, les maladies que l'on rencontre le plus, ce sont les pasteureuses, les ruminants en quelque sorte, les bovins, les ovins et les caprins et la gourme chez les équidés. Ce sont les maladies qui fatiguent le plus les animaux dans cette région. Après les pluies de ces dernières 48 heures, d'autres précipitations attendues dans la soirée d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les prévisions de la météo avec Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Et rien que pour la journée du mardi, on a eu des quantités supérieures à 40 mm à Dakar Yoff, mais aussi 61 mm ont été recueillis à Mbao km 19. Donc voilà qui témoigne donc d'une pluie qui a quand même été assez importante sur l'ouest du pays. Et les pluies restent toujours de mise, surtout sur la partie sud du pays au courant de cette soirée allant à la nuit du mercredi, au sud mais aussi vers le centre-sud, pour citer nommément Fatick, Kaolack, Kaffrine et s'étendre même jusqu'à Tamba. Et vers l'ouest du pays également, il y a des chances de pluie, même si ce sont des chances pas trop élevées, de pluie sur Dakar, Mbour, Thiès, un peu vers Diourbel, mais aussi à Louga et Saint-Louis, donc au nord-ouest du pays. On verra que demain également les chances de pluie restent assez faibles sur l'ouest du pays entre Dakar, Thiès et Mbour, mais nous aurons toujours de la pluie sur tout le sud du pays, de Ziguinchor jusqu'à Kédougou, passant par Sédhiou et Kolda, et également vers Fatick, Kaolack, Kaffrine jusqu'à Tambacounda. C'est au courant de la journée du vendredi que les choses se calmeront un petit peu, surtout sur le nord du pays, avec une stabilité qui sera notée avec un temps nuageux à passagèrement nuageux au centre mais aussi à l'est du pays, avec les pluies qui vont toujours être de mise sur les régions sud du pays, un peu vers le centre-sud, à Fatick et Kaolack, où d'ailleurs des activités pluvieux-orageuses sont attendues et qui pourraient toucher donc faiblement Mbour. Et sinon vers Dakar, Thiès, Mbour, Thiès, Diourbel, ce sera donc un ciel nuageux qui régnera. Avant de clore la première partie de cette édition, parlons de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes de Fatick, pionnière dans la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme des femmes. Cette mutuelle fête ses 22 ans d'existence. Ces perspectives ont été dévoilées lors de l'Assemblée générale des membres. Cette institution de microfinance créée par la Fédération départementale des regroupements ou des groupements de femmes est accompagnée par de nombreux partenaires, dont le FONGIP et le 3FPT. Aminata Goudjabi. La mutuelle d'épargne et de crédit des femmes du département de Fatick compte aujourd'hui plus de 3000 membres, dont même des hommes. Ces résultats sont satisfaisants d'année en année dans l'accompagnement des femmes pour une meilleure gestion de leurs revenus. L'institution de microfinance capitalise aujourd'hui 22 ans d'expérience et compte relever d'autres défis. Saina Boumbaye est la gérante. Les femmes 2090, les hommes en compte individuel 961, les groupements 785. On a des perspectives d'ouvrir un guichet islamique parce qu'on a un projet de convention avec le Promise. L'institution peut compter sur beaucoup de partenaires pour le financement et l'accompagnement de ses membres. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP y a déjà injecté plus de 500 millions de francs CFA. Bassirou Ngom, responsable du FONGIP dans les zones de Kaolack, Fatick et Kaffrine. La Méclésine, il faut comprendre que c'est un partenaire stratégique du FONGIP depuis 2014. En termes de résultats, je peux dire qu'on en est sur presque 529 millions de financement au niveau du département de Fatick. La Méclésine ne se limite pas uniquement à l'épargne et au financement. Ses membres, en majorité des femmes, sont formés régulièrement dans divers domaines d'activité. Et c'est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT qui les appuie dans la formation. La mutuelle d'épargne et de crédit des femmes du département de Fatick a été mise sur pied en 2000 et c'était une initiative de la Fédération départementale des groupements de femmes de Fatick. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Famadione, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Gabon, libération d'un leader syndicaliste. Le leader de la coalition des syndicats des fonctionnaires dynamiques unitaires, Jean-Rémy Yama, a été libéré hier mardi sur ordre du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Il était en prison depuis février 2022 et était poursuivi pour détournement et abus de confiance. Lors de sa prestation de serment, le président de la transition avait annoncé qu'il allait libérer les prisonniers d'opinion et qu'il allait rappeler les exilés politiques. En RDC, les accouchements désormais gratuits.
C'est une première en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'officialisation de la gratuité des accouchements. Désormais, les femmes pourront accoucher gratuitement et les nouveau-nés seront pris en charge par l'État pendant les 28 jours après leur naissance. C'est un moment important dans la lutte contre la mortalité maternelle et la mortalité infantile, selon le président Félix Tshisekedi qui a présidé la cérémonie. Ce sont 42 millions de dollars qui ont été déjà investis dans cette initiative et un budget de 200 millions de dollars est prévu pour l'année 2024, affirment donc les responsables congolais de la santé. Lancée à Kinshasa, la couverture santé universelle devrait s'étendre sur l'ensemble de la RDC à l'horizon 2024. Nous restons en RDC. C'est un non catégorique de l'opposition face à la pression de Kinshasa pour un départ précipité de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, nous dit Hadijatou Anne. Selon le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, sans la présence de la MONUSCO, les choses risquent de s'aggraver. Il n'y aura même plus de témoins. Pour les camarades de l'opposant congolais, cette mission devrait encore rester. Peut-être après les élections, elle n'aura plus de raison d'être. En marge d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, il a déclaré, je cite, « On pouvait souhaiter son départ si on avait des garanties de protection des populations civiles, là où elle est encore présente. En Ituri aujourd'hui au nord Kivu, la sécurité des populations est des plus incertaines. » Fin de citation. Pour rappel, la RDC a demandé lundi au Conseil de sécurité d'accélérer le processus de retrait de la MONUSCO. Le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères a même adressé une lettre au Conseil de sécurité. Pour les autorités congolaises, la mission des Nations Unies n'a plus la confiance de la population et sa crédibilité est entachée. Cette requête intervient dans un contexte particulièrement délicat, à seulement 4 mois des élections nationales. Anthony Blinken à Kiev. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce mercredi à Kiev pour une visite surprise. Durant cette visite, une nouvelle assistance d'$1 milliard doit être annoncée pour aider le pays à faire face à l'invasion russe. Il s'agit de la 4e visite dans le pays d'Anthony Blinken depuis le début de l'invasion russe. C'était en février 2022, Souleymane. Merci Famadion. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, dans une dizaine de minutes, nos deux intervenants du jour tenteront de répondre à la question suivante. Quelle solution durable aux problèmes d'eau et d'assainissement à Touba? Pour tenter de répondre à cette question, donc, nous serons avec le docteur Cheikh Gueye, géographe spécialiste de Touba, et Abdelaziz Faye, coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. RFM Sport. Nous en arrivons au journal des sports présenté par vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Rwanda-Sénégal, match de qualification à la CAN. Les Lions quittent Dakar ce jour. Oui, cet après-midi à partir de 16h30 pour rejoindre donc la capitale rwandaise. Les Lions s'opposent pour rappel samedi prochain au Rwanda dans le cadre de la dernière journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, déjà qualifié, présente son équipe B constituée de champions d'Afrique U20 et du championnat d'Afrique des Nations réservé aux équipes nationales locales sur le CAN. Après une semaine de préparation, l'équipe nationale A Prime, qui doit affronter le Rwanda pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires, est gonflée à bloc pour un résultat positif. Pape Demba Diop, milieu de terrain des Lions, est surpris de sa convocation, mais c'est une tâche qui, à son avis, n'est pas lourde. Pour la convocation, ça m'a surpris, mais pas totalement, parce que nous tous on rêve de jouer en équipe nationale A. Là, c'est une opportunité, on va la saisir. C'est pas une tâche qui est lourde, parce qu'on a vu des jeunes qui sont là-bas et on a joué ensemble, qui sont maintenant dans l'équipe A et qui devraient jouer contre le Rwanda. Et là, c'est nous qui devons jouer ce match. Je ne crois pas qu'il y a une tasse qui sera lourde dans ce match. Ouais, parce qu'on est confiant. Ouais. Bouli Junior Sambo, attaquant des Lions, reconnaît que c'est une mission un peu difficile puisqu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Très heureux d'être parmi les sélectionnés d'abord pour essayer de continuer la marche de progression de l'autre équipe qui a débuté le championnat. C'est très difficile, il y a une tâche lourde qui est là. Donc on est là pour faire notre mieux, pour essayer de hausser le niveau, hausser la barre parce que voilà, je peux dire que c'est une phase
test pour nous parce que c'est nous qui tapons la porte de l'équipe A. Donc là, on ne doit pas aller. On fera de notre mieux pour défendre dignement les couleurs et montrer qu'on est là. Mamadou Lamine Camara, milieu défensif, affirme qu'ils ont eu le temps de bien étudier l'adversaire. Le Rwanda, on les connaît parce qu'on regarde le foot. On sait comment ils jouent et tout. Nos entraîneurs ils nous aident à les étudier et tout. Donc on les connaît petit à petit. Et sachez qu'on va se donner à fond et Inch'Allah on fera le maximum pour vous ramener ce que vous attendez de nous. L'équipe dirigée par Pape Bonachao et Malik Daf doit quitter Dakar pour Kigali ce mercredi. Le match Rwanda-Sénégal va se jouer le 9 septembre à Huye. Sodetiam, Sadio Mané et compagnie ont jeté leur dévolu sur l'Algérie pour un match amical qui rappelle bien de mauvais souvenirs au Sénégal, battu lors de la finale de la CAN 2019 au Caire. Mardi prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, des retrouvailles entre Lyon de la Teranga et Fennec d'Algérie. Il faudra également noter qu'entre-temps, le Sénégal est devenu champion d'Afrique. L'ailier gauche justement de l'équipe nationale d'Algérie, Fares Chaibi, s'est confié sur l'objectif de la sélection lors des démarches de ce stage de septembre 2023. Déjà qualifié également à la CAN, les Fennec croisent lors de la dernière journée des qualifications la Tanzanie vendredi avant de jouer un match amical contre le Sénégal, justement ici même au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Écoutons le joueur de Francfort. On a deux bons matchs à jouer, un match de qualification et un beau match de préparation contre le Sénégal. Et on va essayer de se servir ce match pour préparer au mieux la CAN. Comme j'ai dit avant, c'est le champion en titre, donc c'est pour l'instant la meilleure équipe d'Afrique. Et ça sera un bon test pour préparer les gros matchs qui arrivent pour la CAN. Et je vais travailler pour faire le meilleur de moi. Championnat d'Afrique de parabasket, le Sénégal veut réussir la passe de 3. Oui, il faudra déjà noter que le tournoi se déroule à Accra, capitale du Ghana. Le Sénégal a battu hier le Kenya 103-22. Il s'agit de la deuxième victoire de suite pour nos représentants qui jouent l'Afrique du Sud tout à l'heure à partir de 13h30. Écoutons Pascal Monté, l'entraîneur de l'équipe, joint au téléphone par Sodetiam. Un match contre le Kenya que nous avons su nous rendre facile en étant sérieux dès le premier quart-temps pour prendre une belle option pour la victoire, malgré des approximations, notamment dans la finition. Cela nous a permis par la suite de rentrer dans les rotations et d'essayer de mettre tout le monde dans le collectif pour préparer les échéances futures. Le bilan de ce match, au-delà du score qui n'est pas spécialement intéressant à prendre en compte, c'est que nous avons eu une défense sérieuse et que nous avons travaillé notamment sur la deuxième mi-temps pour mettre en place ce jeu pour la suite avec des combinaisons de 5 différentes. Maintenant, nous allons affronter l'Afrique du Sud pour une troisième victoire qui serait signe à coup sûr de qualification pour les demi-finales. C'est un match qu'il faut prendre au sérieux car l'Afrique du Sud n'a pas du tout le même niveau de jeu que le Kenya et si nous ne sommes pas plus rigoureux, nous risquons de nous heurter à des difficultés. Donc il faudra être motivé et surtout mettre de la rigueur dans le jeu et bien sûr, bien évidemment, améliorer la finition qui est le gros point noir de la rencontre de ce soir. Mais ça reste une victoire. On suivra de très près donc la sortie des Lions de parabasket qui prennent part au championnat d'Afrique de la discipline. Cela se déroule donc à Accra, capitale du Ghana, tout à l'heure à partir de 13h30. Sénégal, Afrique du Sud pour la passe 3. Charles Diagne, le journal des sports à l'instant, merci. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Barthélémy Gomme. Bonjour. Le Grand Magal de Touba, la 129e édition clôturée hier. Tous les journaux de ce mercredi reviennent sur le sermon du Khalife général des Mourides. Leçon de vie du Khalife à la classe politique écrit d'emblée les échos. Le culte de la paix, le suivi des enseignements de Dieu le Tout-Puissant, de son prophète et de Khadimou Rassoul ont été les grands axes abordés par le porte-parole au nom du Khalife général des Mourides. Recommandation à voix basse, écrit le quotidien, faisant allusion aux propos de Serigne Bass Abdoul Khadr. Serigne Muntaha relève Sud Quotidien, appelle à la culture de la paix, au pardon et à la non-violence. Message adressé aux autorités et à la classe politique. Paix et pardon, la quintessence du sermon du Khalife mentionne encore la tribune. Le triptyque de Serigne Muntaha pour la stabilité du pays, paix, amour et pardon, rapporte Réumi Quotidien en une. Message plein de sagesse de Serigne Muntaha, écrit encore l'Observateur. La quête du pouvoir ne doit pas pousser quelqu'un à détruire son prochain. Propos du Khalife repris par le journal du groupe Futur Média, ce qui fait dire au quotidien
quotidien L'As que Serigne Mountakha sermonne la classe politique, car pour le khalife, celui qui gère le pouvoir doit le faire correctement et celui qui le cherche aussi doit le faire dans les règles de l'art, mentionne L'As quotidien. Et dans Besbi le jour, Serigne Mountakha appelle les jeunes à s'approprier le legs et les enseignements de Serigne Touba. Le ministre de l'Intérieur, note le journal de E-Média, a saisi la cérémonie officielle pour lister les réalisations du président Sall dans la cité religieuse avant de donner des assurances pour la suite. Plusieurs morts sur les routes suite au Magal et source A dénombre 16 corps sans vie dans des accidents. Le confrère détaille la tragédie. La plupart des décès ont été enregistrés sur la route nationale, 13 au total et 4 autres morts sur l'autoroute Ila-Touba. Entre Touba, Mbaké et Thiès, 5 conducteurs de moto Jakarta ont perdu la vie, informe encore source A. Un autre sujet qui fait la une des quotidiens ce matin, l'émigration irrégulière. La vague de départ continue à déferler, renseigne le quotidien qui signale que près de 1000 candidats ont été interceptés en 48 heures. Y a-t-il alors un moyen pour freiner ces départs de jeunes vers les côtes espagnoles, se demande d'emblée mon confrère. L'observateur de son côté est allé au Nicaragua pour interroger des candidats sénégalais. Le journal rapporte des témoignages inédits sur un voyage périlleux. Un migrant sénégalais ouvre son carnet de voyage à l'observateur. Modou, 31 ans, déclare, je cite, « Je me suis fait tirer dessus à 3 reprises et mon ami a pris un coup de machette ». Fin de citation. Mon confrère, qui cite toujours des témoignages, rapporte que la frontière entre le Mexique et les États-Unis demeure l'étape la plus dangereuse. Place à la politique avec source A qui se penche ce matin sur le choix par Pastef d'un candidat autre qu'Ousmane Sonko. Le confrère signale que le débat est engagé en interne. Mon confrère note que Pastef fait partie de ces formations politiques qui sont sûres que leur candidat ne sera pas recalé si elle présente un profil qui n'est pas sous le coup d'une décision de justice qui le rend inéligible. Et pour preuve, le journal évoque le parrainage par les élus et informe que les patriotes ont le nombre de députés requis pour pouvoir passer facilement l'obstacle du Conseil constitutionnel. Reste maintenant à trouver ce profil, vu que relève source A, tout le monde ne réunit pas les critères de sélection. Pour la mouvance présidentielle également, le choix du candidat fait jaser. Et c'est samedi prochain que Macky Sall va révéler le nom du candidat de la majorité. Choix contesté d'avance, pointe la tribune. Ça passe ou ça casse. Jour fatidique pour la mouvance présidentielle, car le président Sall est obligé de désigner un candidat et d'endosser les conséquences de son choix, écrit le journal de D-Média, qui se demande si Macky Sall restera ou pas à la tête de l'Alliance pour la République. Le Parti démocratique sénégalais également avec l'équation Karim Wade, équation qui selon le journal Rewmi reste entière, surtout que Karim n'a jamais clairement dit qu'il sera candidat à la présidentielle de 2024. Ce qui est sûr est que Wade fils reste le seul maître de son agenda qu'il déroule à sa convenance, écrit Rewmi. Le sport pour terminer, Sénégal-Algérie en match amical le 12 septembre prochain. Les Lions au complet. Aliou Cissé fait le point et donne des infos sur les Lions dans Stade Quotidien. Formose Mendy, dit-il, a un petit pépin à la cheville. Idrissa Gana Gueye, lui, a rejoint l'équipe en pleine forme. En somme, l'ensemble du groupe est prêt selon le coach national. Record fait le bilan des rencontres Algérie-Sénégal. 4 matchs, 3 revers par 1-0, renseigne mon confrère. L'Algérie, selon le quotidien sportif du groupe Futur Média, est la bête noire d'Aliou Cissé, en attendant bien sûr le verdict du match de mardi prochain. La lutte Modulo Boignan 2, calé pour le 1er janvier 2024, le jour de l'an, pour un derby de feu, mentionne Sunulamb, le journal sur le palmarès des deux lutteurs. Boignan 2, 18 combats, 14 victoires et 4 défaites, et Modulo, 24 combats, 20 victoires, 3 défaites et 1 nul. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h33, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment régler durablement le problème de l'eau et de l'assainissement à Touba, notamment lors du Magal? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Cheikh Gueye, géographe et spécialiste de Touba. Docteur Cheikh Gueye, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour aux auditeurs de la RFM. Merci de prendre de votre temps pour nous aider à tirer au clair cette question. Nous espérons être avec Abdoulaziz Faye, coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement dans un instant. Mais avant cela, docteur Cheikh Gueye, avant de parler des solutions, essayons d'abord de comprendre le problème. Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui explique que malgré tous les moyens
les dizaines de milliards de francs CFA investis pour régler le problème de l'eau potable et du traitement des eaux usées, des eaux de pluie. Chaque année, on a l'impression d'un éternel recommencement, même si cela ne nuit pas, cela ne réduit pas la ferveur des talibés, mais chaque année, on a des problèmes d'eau à Touba. Quel est le vrai problème? À mon avis, il faut d'abord bien circonscrire le sujet. On parle d'une ville qui a connu une explosion urbaine très importante entre les années 80 et 2000 et qui a connu ses premiers investissements sommaires en matière d'assainissement qu'en 1995. Et ça concernait que quelques dizaines de mètres autour de la mosquée. Donc, il y a, malgré la logique d'anticipation qui a fait de Touba la deuxième ville du Sénégal depuis une trentaine d'années, malgré donc cette logique d'anticipation, sur les questions d'eau, d'assainissement, on a connu un grand retard parce que, effectivement, les investissements qui sont proportionnels à cette explosion urbaine n'ont pas été réalisés au bon moment. Mais il faut sérier surtout le problème de l'eau et le problème de l'assainissement. Pour moi, c'est deux problèmes différents parce que pour tout ce qui concerne l'eau, effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts pour suivre le rythme d'urbanisation. Nous avons eu, dans les années 70, 2 forages et puis aujourd'hui, on est à 37 forages. Mais tout est basé sur l'exploitation des eaux souterraines. Évidemment, ces eaux souterraines ont des limites en termes de quantité, en termes également de qualité, puisque c'est souvent de l'eau parfois saumâtre, parfois salée, qui est impropre à être bu. Et donc, se pose le problème également à côté de l'eau qu'on peut boire. Mais donc si ce problème d'eau là, donc avec tant que Touba était une ville moyenne ou même une ville assez normale, on pouvait gérer bon an mal an le problème. Mais avec aussi le pèlerinage, le Magal et la métropolisation, Touba ne peut plus être satisfait par des forages. Donc, il faut passer à un autre niveau désormais, avec donc l'adduction d'eau du lac de Guerre pour arriver jusqu'à Touba. C'est devenu incontournable pour satisfaire le besoin en eau, et ça doit être accompagné, évidemment, d'autres mécanismes sur lesquels je pourrais revenir. Mais sur l'autre aspect maintenant, l'assainissement. L'assainissement, il y a 2 problèmes là aussi. Il y a l'assainissement normal et il y a l'assainissement eau pluviale. Ces dernières années, effectivement, notamment avec le fait que le Magal se déroule en période d'hivernage, on a beaucoup mis le curseur médiatique sur ça. Mais c'est pas un problème nouveau. Structurel, ça va. C'est plus que l'année musulmane, disons l'année lunaire est glissante par rapport au calendrier grégorien. D'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, on sera sorti de cette période-là. Si je vous ai bien compris. 5, 7, 8 ans, on aura des Magal en dehors de l'hivernage ou en début d'hivernage. Le problème se posera moins. Mais il me semble que les investissements actuels aurait dû être fait il y a 20 ans pour vraiment prévoir ça, parce que effectivement on ne peut pas avoir une ville comme celle-là avec l'imperméabilisation des sols, la diminution des capacités d'infiltration avec des quartiers qui ont été à l'époque avant dans les années 40, 30, des marigots qui ont été habités. Tout ça fait que ce problème était prévisible. Maintenant, les solutions qu'on est en train de trouver sont des solutions. On reviendra tout à l'heure sur les solutions, si vous le voulez bien. Avant cela, nous avons été rejoints par M. Abdelaziz Faye. Bonjour.
Bonjour. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. La question que je posais au docteur Cherguey, c'était déjà d'essayer de comprendre le problème de l'eau et de l'assainissement à Touba, et vous avez entendu son développement là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce qu'il a déjà dit, mais je voudrais aussi vous entendre sur le rôle des organisations de la société civile ou des organisations, des citoyens, organisés ou pas, dans la prise en charge de cette problématique de l'eau et de l'assainissement à Touba. Vous avez vu que Touba Tchakanam a essayé d'apporter des solutions endogènes à ce problème, avec toutes les conséquences qu'on a vues. Quelle est la place de la société civile justement dans la compréhension, l'analyse du problème et surtout dans les solutions? Voilà, merci M. Nia, et bonjour au Dr Cherguey. Effectivement, j'ai entendu son analyse par rapport à la situation sur l'eau et l'assainissement au niveau de Touba. Mais vous savez, les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement sont un peu régies par un cadre juridique assez organisé. Et ce cadre, effectivement, il part de 2010, du 28 juillet 2010, là où les Nations Unies ont adopté une résolution reconnaissant que le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Donc, partant de ce constat, effectivement, on se rend compte que les populations, d'où qu'ils soient, effectivement, ils ont droit à l'eau et à l'assainissement. Maintenant, la problématique de la ville de Touba, le docteur Cher l'a si bien analysé. Effectivement, c'est un problème assez crucial parce qu'aujourd'hui, si on regarde la démographie au niveau de Touba, on se rend compte qu'effectivement, Touba constitue un véritable problème pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Aujourd'hui, il faut dire qu'au regard du maillage qu'on a, effectivement avec les efforts que le gouvernement a fait, on se rend compte qu'effectivement la prise en compte de l'eau est là, mais les efforts restent à faire. Et aujourd'hui, avec 37 forages à Touba, cette année même, on a dit qu'on a ajouté 3 autres nouveaux forages, mais tout ça, effectivement, ne parvient pas à résoudre véritablement la lancinante problème de l'accès à l'eau au niveau de Touba. Effectivement, sur la qualité de l'eau, on y reviendra, mais d'abord l'accès, parce que avant de parler de la qualité, il faut avoir la disponibilité de l'eau déjà, et cette disponibilité pose problème. Et nous, au niveau de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement, effectivement, le travail que nous faisons à ce niveau est un travail un peu particulier parce que nous, notre credo, c'est le plaidoyer. Un plaidoyer fort auprès des autorités, auprès des décideurs pour qu'ils prennent en tout cas, ou bien pour qu'ils augmentent le budget de l'eau et de l'assainissement dans les politiques publiques. Donc, sur ce champ-là, la société civile est en train de jouer son rôle pleinement. Et des rencontres ont été menées avec le ministère chargé de l'eau et de l'assainissement. Et on est dans une très bonne posture pour pouvoir, en tout cas, faire le plaidoyer pour effectivement que ces financements puissent être augmentés au niveau de... Au niveau national ou pour Touba en particulier? Non, au niveau national, Touba est compris. Touba est compris, bien naturellement. Touba est compris. Mais la lancinante problème de Touba, comme je l'ai dit tantôt, Touba doit avoir une considération assez particulière. Parce qu'aujourd'hui, le Magal de Touba est devenu actuellement un événement extrêmement important et sa gestion commence à poser problème, surtout en termes de l'eau. Mais je vous dis qu'au niveau de Touba, moi j'ai vu cette année des quartiers qui, à une semaine du Magal, les robinets n'ont pas véritablement donné une goutte d'eau. Et si dans ces quartiers-là, comme c'est à Daroutanville par exemple, que je connais très bien, même dans ces quartiers-là, si effectivement il n'y avait pas un système effectivement au niveau des maisons, au niveau des ménages, pour pouvoir prévoir peut-être quelques quantités d'eau, mais ce serait la catastrophe. Et actuellement, le problème se pose carrément parce que même
à une semaine du matin, si vous n'avez pas d'eau, mais Michenia, vous verrez les conséquences que cela puisse avoir. Bien naturellement, surtout quand il y a autant de monde. Mais sur cette question, l'une des contraintes souvent avancées, c'est le non-paiement de l'eau par les usagers. Est-ce que votre plaidoyer prend en compte également cette dimension pour que, en retour des investissements que vous appelez de vos vœux par les autorités publiques, que les usagers aussi payent le minimum quand même pour pouvoir bénéficier de ce service vital? Voilà. Maintenant, je vous ai dit dans mon propos préliminaire que l'accès à l'eau est un droit. Alors, mais si c'est un droit aussi, moi je crois que face à ce droit-là, les citoyens aussi ont un devoir. Et moi, ma position est que véritablement au niveau de Touba, même s'il y a nonobstant la particularité en tout cas de Touba pour un statut un peu particulier, mais je crois que pour résoudre ce problème, ma conviction est qu'aujourd'hui, il faut que les gens puissent mettre ce problème-là sur la table pour discuter, de voir comment est-ce que le citoyen de Touba puisse faire pour en tout cas pouvoir payer l'eau. Parce que sinon, c'est des investissements qui n'auront pas de retour pour ce qui concerne l'entretien et la maintenance des réseaux. Effectivement, consommer tout simplement dans un seul sens ne peut pas perdurer à mon sens. Donc il est important aujourd'hui que cette question-là aussi soit posée sur la table pour que les gens puissent savoir comment est-ce que on pourra en tout cas voir les modalités pratiques pour qu'effectivement on puisse faire payer l'eau à Touba. D'accord. Retour au docteur Cheikh Gueye. On l'évoquait tout à l'heure, vous avez parlé de la solution principale, pour ainsi dire, qui serait de canaliser l'eau du lac de Guiers vers Touba, mais vous avez évoqué aussi d'autres modalités et vous avez mis en suspens, disons, votre développement. Je voulais vous entendre sur les propositions, les préconisations que vous auriez dans ce domaine-là. Oui, pour accompagner cette adduction d'eau vers Touba, je pense que effectivement on ne peut plus être dans une logique de gratuité. Dans tous les cas, les populations dans leur consommation réelle sont sorties de la gratuité depuis longtemps. On achète l'eau par des charrettes, on achète de l'eau minérale, on achète de l'eau avec Mao Rahmati, on paye des redevances. Donc les tout bien, j'en suis sûr, paieraient l'eau s'il y avait une organisation et un accès garanti à cette eau-là. Et ce qui pourrait le permettre effectivement, c'est qu'on arrive rapidement en urgence. Moi, je pense que c'est une urgence. On n'est pas dans des projets sur 10 ans. Il faut absolument avoir la mobilisation financière nécessaire du côté de l'État, mais aussi avec une contribution de la confrérie et des disciples. Il y a des organisations pour ça, Touba Kanam, etc., qui peuvent très rapidement mobiliser 300 milliards ou 400 milliards pour assurer ce service-là qui est indispensable aujourd'hui pour notre pays. Comme le disait tout de suite mon co-débatteur, imaginons que le manque d'eau génère une épidémie ou une maladie, ça toucherait tout le pays. Donc ce n'est plus une question de Touba, c'est une question nationale, de sécurité nationale. Il faudrait que la mobilisation soit générale et urgente pour avoir une adduction d'eau vers Touba et la remise au niveau, à niveau des réseaux internes également, parce que ce sont des réseaux sous-dimensionnés, adaptés au forage et au débit des forages, mais pas à un débit plus important. Et il faudrait refaire également les réseaux internes. Donc tout ça, c'est un gros package que on devrait engager très 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 rapidement. Mais est-ce qu'il y a un consensus, le consensus minimum sur la solution idéale ou la solution optimale, disons? On entend beaucoup de choses, tirer l'eau de la nappe de Sadio,
On nous parle de Préferlo, donc faire venir l'eau de Vélingara à Ferlo, du lac de Guiers, etc. Enfin, c'est la même chose, le lac de Guiers vers Vélingara Ferlo. Quelle est la solution optimale ou faut-il faire une combinaison, une synthèse de toutes ces solutions-là, d'après vous? À mon avis, on a essayé les autres formes avec les forages, etc. Et même on a envisagé à un moment donné de faire des forages encore plus importants pas loin de Touba. Mais à mon avis, la solution unique, durable, c'est l'adduction d'eau du lac de Guiers et elle doit être faite très très rapidement. Si c'est un problème d'argent, à mon avis, ça n'est pas parce qu'on a mobilisé de l'argent pour le BRT, pour le TR, voilà, donc on est capable de mobiliser des ressources, surtout en collaboration avec la communauté mouride, qui est quand même une communauté très engagée, très désireuse de la qualité de vie dans sa ville. Et donc, cette collaboration-là peut aider à aller très vite pour répondre aux besoins de la ville hors Magal et pendant Magal. N'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est très clair. Maintenant, pour l'assainissement, là aussi, on se trompe souvent. Presque toute la ville aujourd'hui est dotée de fosses septiques. Et ça va être un problème très prochainement parce que effectivement, nous allons avoir une nappe très polluée. Oui, comme à Dakar. Donc, et on va plus pouvoir même utiliser les forages traditionnels. Et il faudrait donc, sous ce rapport-là, également penser un assainissement global de la ville avec des centres de traitement d'eau, des choses comme ça. Sinon, on ne peut pas avoir une métropole comme ça avec que des fosses septiques. Ça aussi, c'est pas possible, c'est pas viable. Merci vraiment, docteur Cheikh Gueye, géographe spécialiste de Touba. Merci également à Abdoulaziz Faye, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Yassine Pouy, à la production Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogoudjen pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.